Oui, je suis passé de Marseille au Niger, mais j'ai passé mon adolescence au Niger. Si tu veux, j'ai vécu au Niger de 1969 à 1975. Donc la plus grande partie de mon adolescence s'est passée au Niger. Et j'ai été très heureux au Niger. Et j'ai toujours rêvé d'écrire un livre de gratitude quasiment pour ce pays de mon adolescence. D'autre part, j'en parle volontiers parce que je suis un gros bavard. Et mes frères m'ont toujours dit, mais tu devrais écrire quelque chose sur l'Afrique parce que tu en parles tellement volontiers et tu t'animes tellement quand tu en parles que tu devrais essayer de faire quelque chose avec ça. Et j'y pensais depuis longtemps et là j'ai réussi à trouver un biais à travers l'histoire d'un adolescent justement qui est mon adolescence. Et avec toutes les images, si tu veux, toutes les impressions d'Afrique, toutes les néo-impressions d'Afrique que j'ai pu récolter dans ma mémoire et monter à nouveau dans un ensemble sur un fil conducteur un peu fabuleux parce que je tenais à faire quelque chose qui ressemble à la fable parce qu'en Afrique j'ai entendu surtout des conteurs et je voulais garder quelque chose qui est de l'ordre du conte, ce qui fait que mon jeune adolescent est un griot, il est au bord ou autour de la corporation des griots qui est une caste extrêmement ritualisée. Et il essaie de faire ce chemin. Et en même temps, j'imaginais que ce soit une sorte de petit beatnik africain, de quelqu'un qui fait la route. Parce qu'on ne peut pas imaginer à l'heure actuelle qu'un Africain puisse se livrer à ce jeu nécessaire à la formation d'un adolescent. Alors que tu rencontres tous les jeunes Français et Européens partout dans le monde, en Argentine, qui font leurs petites expériences. Par contre, la jeunesse africaine n'y a pas droit sur le plan géopolitique, ce qui est bien entendu dégueulasse. Alors j'ai voulu raconter ce passage, essayer de le faire en le tramant à tous les événements qu'on connaît autour de la difficulté de ce passage. Et ce passage, j'ai voulu montrer à quel point il était bricolé, aléatoire, fragile, combien il pouvait s'appuyer sur un instant de psychologie, un instant de drôlerie ou un instant de surnaturel. Et j'ai essayé de faire rentrer, comme dans la fable, là-dedans, des éléments qui appartiennent au surnaturel. Et tous les points d'appui sont possibles. Et c'est la recherche d'un certain nombre de points d'appui qui font avancer dans la langue, avec des sortes de glissements sémantiques qui aménagent le récit, un peu sur le modèle de Raymond Roussel et de ses impressions d'Afrique, et qui font progresser mon voyageur de fil en aiguille, de fil blanc en aiguille, tu vois, jusqu'à quelque chose qui lui appartient, qui est peut-être l'entrée en Europe, ou la dissolution et la noyade. Pas faire une fin qui soit résolue, je ne pouvais pas faire une fin qui soit satisfaisante, parce qu'il y a eu trop d'accidents, il y a eu trop de morts pour pouvoir faire une... J'ai voulu, si tu veux, le candidat, j'ai pris le titre sur le Candide du Voltaire. Tu vois, le candidat, c'est le tout blanc, c'est le faux naïf. C'est le faux naïf extrêmement rusé, qui va garder son élan, son entrain et sa fraîcheur, tout en comprenant bien qu'il est prêt à tous les compromis pour arriver à passer. Voilà. Et alors bien entendu, le candidat c'est ou l'optimisme, mais cet optimisme il s'arrête sur on ne sait quoi, peut-être sur du miracle, un événement miraculeux, parce que la barque ne coule pas, et on ne sait pas jusqu'où elle peut aller. Puis il y a cette promesse et cette rencontre avec cette jeune femme, sa Cunégonde, tu vois, Aïcha. Si tu veux, je ne pouvais pas faire une fin résolument optimiste. Sans ça, je faisais une suite. L'arrivée d'Abdou en Europe, etc. J'ai préféré, si tu veux, faire quelque chose qui débouche sur le merveilleux. Un exemple curieux en Afrique, parce que par pan entier, je retrouvais dans la bouche de certains Africains les récitations apprises à l'école. Et particulièrement les fables de La Fontaine avec qui les Africains entretiennent une complicité. Parce qu'il se trouve qu'il y a un berceau commun à ces fables, et que l'on sait tous aujourd'hui que c'est peut-être l'Égypte, et que l'Égypte sort de l'Afrique. L'Égypte est une civilisation africaine. Et les histoires de lapins, de compères lapins, etc. en Afrique, il y en a énormément. Et ces récitations de La Fontaine résonnent avec ce fond commun qui est très ancien. Et de temps en temps, j'entendais un de mes copains africains sortir un vers de La Fontaine, ce qui
ce qui me troublait, ce qui me touchait. Et j'ai voulu garder, d'autre part, l'Afrique est le pays de l'éloquence. C'est une chose dont on se rend très peu compte si l'on n'a pas voyagé en Afrique. Mais les Africains sont des diseurs. La postérité qu'il y a aujourd'hui sur le plan musical chez les diseurs à partir des griots, tu sais, le dub, etc. Des gens comme Linton Kwesi Johnson, des gens comme Yellow Man. Ça, ce sont des gens dont tu peux dire qui rentrent dans la tradition griotique du récit phrasé, comme le lyrisme grec. Et l'Afrique est extrêmement fertile en excellents conteurs, en personnes qui se débrouillent énormément bien avec la mobilité de la langue. D'ailleurs, j'ai toujours pensé que l'Afrique allait fournir des avocats, des juristes, énormément de gens qui ont cette aptitude à peser la langue et à jouer et à la faire briller. Moi, j'ai toujours été étonné par la qualité de langage, par exemple, qu'on peut entendre chez les Burkinabés. Les Béninois, n'en parlons pas. Les Béninois qui ont été les premiers à servir un petit peu de relais aux colons ont toujours été des gens qui ont eu énormément d'incandescence et de densité dans l'usage du français. Aujourd'hui, tu as des grands auteurs comme Amadou Kourouma, tu vois, qui portent au plus haut point la langue française dans son déploiement fastueux. Et ça, je m'en suis souvenu. Puis moi, j'aime beaucoup la littérature caraïbe, et comme je suis un peu marseillais, j'ai toujours considéré que je faisais du créole. Alors, tu sais, je suis passé de ma créolité marseillaise à ma créolité d'adolescent. Sur un autre chapitre, dans un moment où je dis sous la patame, il y a un maquis par terre. Et je la traduis, je mets sous le vent, se trouve une gargote. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai parce qu'il fallait que chaque fois je puisse utiliser une langue qui est proche du vernaculaire, ce que j'interroge depuis toujours dans mon travail d'écrivain. Comment constituer un vernaculaire à son propre usage? J'ai voulu, si tu veux, conserver ce vernaculaire, mais absolument pas rentrer dans quelque chose qui soit de l'ordre de l'exotisme, si tu veux, ou du particulier, quoi. Donc il fallait que ma résonance, chaque fois, soit compréhensible. Et je me suis permis non seulement de passer, bien entendu, ce qui est assez commun, de quelque chose qui est assez rude à un langage assez précieux, mais je suis passé aussi de quelque chose qui est de l'ordre d'une langue un peu déformée et cassée, quoi, une langue un peu caniveau, qui est la langue de la rue en Afrique, à quelque chose qui est de l'ordre de l'immédiatement identifiable, quoi. Bon, je sais pas, je suis un peu moins précis là-dessus. Ce que je veux te dire, c'est que ça n'est pas nécessairement une langue africaine. La langue africaine, le français d'Afrique, est rempli de souvenirs de l'école. Parce que ça n'est pas une langue qui est parlée dans la famille. C'est une langue qui est acquise au niveau de l'école. Par conséquent, ce qu'il y a de remarquable dans la langue africaine et dans l'usage que font les Africains du français, c'est que ça demeure très littéraire. Ça n'a pas été appris à la maison. Un Africain est capable de parler 4 ou 5 langues, ce dont nous, les Français, sommes totalement incapables. Un Africain, il va te parler Aoussa, Djerma, Peul, facile, hein. Tu vois, ça n'est pas du tout rare, hein. Un homme de la rue, il en connaît 3 ou 4 de langues. Et ce sont des langues qui sont fort différentes. Par conséquent, il y a énormément de gymnastique intellectuelle qui est déjà en place. Et lorsque par-dessus arrive le français, je te promets qu'il y a quand même un certain goût qui permet à ce français d'être encore tout à fait entier et tout à fait savoureux. Amos Toutou, là, tu vois, d'ivrogne dans la brousse, j'adore, tu vois. Mais oui, c'est ça. Alors à un moment donné, si tu veux, je parle du planton. Je dis que planton, c'est un beau métier, si tu veux. Planton, c'est un métier qui te permet de rêver. Moi, j'ai été gardien de musée au Grand Palais, je sais ce que ça veut dire, rêver sur une chaise. Mais planton, mais si j'ai utilisé ce mot de planton, c'est en souvenir de Amos Toutou, là. C'est parce qu'Amos a été planton toute sa vie. Tu sais, il était gardien. Et cette vie de rêveur, là, le malafoutier, rien que le mot le malafoutier, l'alcool de palme, c'est revenu dans mon livre
Amos Tutuola. Et c'est revenu avec Queneau, bien entendu, puisque c'est Queneau qui l'a traduit et que j'aime beaucoup Queneau. Parce que je voulais garder ce modèle de la fable, parce que c'est quand même quelque chose qui est un fond commun, comme je te l'expliquais tout à l'heure, et c'est quelque chose que l'on retrouve en Afrique d'une manière constante. La fable, je voulais garder ça, et puis je voulais garder cette idée de la langue encore possible avec le règne animal. Ça m'amuse de jouer avec ça, dans la mesure où l'Africain a été confronté à des considérations racistes énormes qui perdurent jusqu'à aujourd'hui, où sur les stades italiens, les joueurs africains sont reçus par des cris de macaques ou de chimpanzés. C'est pour ça que j'ai mêlé cette fable à la fin du singe et du dauphin, si tu veux, de La Fontaine. Et j'ai voulu montrer, si tu veux, que dans cette intelligence de la langue, il pouvait y avoir un apprentissage intuitif qui puisse étendre ce phénomène-là jusqu'à la compréhension de ce que c'est l'animal, d'une manière plus intime peut-être que nous. Mais là je me méfie parce que je ne veux pas redonner dans le mythe du bon sauvage, mais j'ai essayé d'aller vers ça. Et puis j'ai toujours été frappé par ce que raconte Lévi-Strauss sur la naissance des mythes. La plupart des mythes, pour Lévi-Strauss, naissent de cette perte de langue avec le monde animal. Presque toutes les genèses dans les mondes comme le monde de l'Amérique du Sud ou comme le monde de l'Afrique, presque toutes les genèses, la première fracture, le premier traumatisme, c'est cette perte de langue, cette césure, ce hiatus important avec l'animal. Et là, j'ai voulu faire un personnage qui a une intelligence intuitive. C'est un autodidacte qui arrive à très bien se débrouiller. Et il en parle à un moment donné de ce que c'est pour lui son apprentissage. Son apprentissage justement par l'essence, par une sorte d'extension illimitée des sens. Cette sorte de télépathie généralisée qu'il entretient avec ce qui l'entoure. Bien entendu, ça fait partie des grands mythes et des grandes illusions aussi peut-être. En tout cas, ce sont des illusions qu'à un moment donné, j'ai essayé d'explorer en demeurant en Afrique et dont je me suis parfois rendu compte de manière très précise. Cette confiance énorme dans les sens, dans l'extension des sens. Par conséquent, la langue arrive justement à un certain dépassement parce qu'elle fait généreusement confiance en quelque chose qui tient à peine, qui est extrêmement ténu, qui est fragile. C'est vraiment envoyé comme des bouteilles à la mer avec son corps.